Bonjour tout le monde. Ce document audio est administré aux étudiants de 4e année ingénierie, toutes spécialités confondues, dans le cadre du module Gestion de projet. Cette partie va présenter le contenu de la 6e séance intitulée Management de la qualité et Risk Management. Commençons par le management de la qualité. C'est quoi et dans quel groupe de processus est impliqué le management de la qualité? Donc, c'est quoi? Planification de la qualité, gérer la qualité et maîtriser la qualité. Tout d'abord, nous commençons par comprendre la qualité. Avant de parler de management de la qualité, définissons la qualité. Donc, pour manager la qualité d'un projet, il faut distinguer entre la qualité du produit, qui est le degré de conformité des caractéristiques d'un produit aux exigences, et la qualité du projet, qui est le degré de conformité des performances du projet aux besoins pour lesquels il a été entrepris. Manager la qualité, à travers quoi? À travers l'assurance qualité, comment je vais gérer la qualité au quotidien, avant de passer à la réalisation à travers mon plan de management de la qualité, pendant l'exécution à travers quoi, et veiller donc à la conformité du projet avec la politique et les processus. Le contrôle qualité, donc après la réalisation, il s'agit de surveiller, de maîtriser au fur et à mesure, il s'agit de contrôler, mesurer par la suite les résultats spécifiques du projet par rapport aux standards. Donc pour ça, faire appel à l'inspection, à l'échantillonnage et les données peuvent alimenter en même temps l'assurance qualité. Le management de la qualité va concerner évidemment les 4 couches de la gestion de projet, à savoir le système, le management, le projet et le produit. Donc, concernant ces 4 couches, le contrôle qualité d'une couche est une assurance qualité de la couche suivante. Par exemple, assurer la qualité du système au quotidien, donc là, à ce niveau-là, va assurer la qualité de la couche suivante, donc du management. Lorsque je contrôle la qualité du système, je suis en train d'assurer la qualité de mon management. Lorsque je contrôle, par exemple, le travail de peinture lors d'un projet, donc je suis en train de contrôler la qualité du travail en même temps et c'est une assurance qualité du produit. Donc je suis en train de contrôler le travail qui est en train de se faire et en l'occurrence dans ce cas c'est le travail de peinture, donc je suis à ce niveau-là. En même temps, je suis en train d'assurer la qualité de mon produit. Lorsque je fais de la veille normative, par exemple à ce niveau-là, donc je vais faire de la veille normative financière pour vérifier la qualité de mon système, je suis en train d'assurer la qualité de mon management. Et en cas de non-conformité, donc, il faut faire appel à des processus d'amélioration continue. Donc, je reviens au système. Je dois faire une amélioration continue de mes processus. Et la non-conformité va nécessairement entraîner des actions correctives, des actions préventives et une correction de défaut, une correction du produit. En parlant de management de la qualité d'un projet et de qualité, on doit distinguer entre classe et qualité.
Commençons par l'exemple. Donc, il s'agit de travailler, il s'agit de produire, de développer plutôt un logiciel de classe inférieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans l'exemple, on spécifie que le logiciel, il a un nombre limité de fonctionnalités. Une fois le logiciel est là, donc, il est de qualité élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les fonctionnalités exigées ont été respectées. Donc, il est de qualité élevée. Aucun défaut évident. Le logiciel à développer peut être de classe supérieure. Il comprend différentes fonctionnalités complexes, nombreuses, etc. Et en fin de compte, il est de qualité médiocre car il y a de nombreux défauts. Donc, il est important dès le départ de distinguer entre la qualité et la classe. La classe, c'est la catégorie attribuée au produit ou au service qui présente la même utilisation fonctionnelle, mais dont les caractéristiques techniques sont différentes. Et la qualité, elle va être évaluée par la suite. Et la qualité, dès le départ, elle peut être médiocre. Ou elle peut être de élevée, etc. Mais forcément, une qualité médiocre est toujours un problème, alors qu'une classe inférieure peut ne pas l'être. Les chefs de projet ainsi que l'équipe ont la responsabilité de définir et de fournir le niveau requis à la fois en matière de qualité et de classe. En matière de qualité et de classe. Le management de la qualité fait appel à différents modèles d'amélioration continue de la qualité, ou la qualité, pour pouvoir la manager, pour pouvoir ensuite l'améliorer, pour pouvoir corriger les défauts ou en cas de non-conformité des produits. Donc, on fait appel à différents modèles d'amélioration continue de la qualité. Le cycle PDCA est l'un de ces modèles. Donc, concernant ce cycle, en fait, l'auteur qui est Deming est parti du concept Plan, Do and See. Et Deming a créé la roue PDSA, Plan, Do, Study and Act, ou appelée aussi PDCA, donc Plan, Do, Check and Act. Le PDCA est une démarche cyclique d'amélioration qui consiste à la fin de chaque cycle à remettre en question toutes les actions précédemment menées afin de les améliorer. Donc, on s'inscrit dans un processus d'amélioration continue. Plan, c'est poser le problème, chercher les causes, trouver les solutions, planifier les changements et les analyser. Le do, c'est exécuter le plan tel qu'il a été défini. Le check, c'est étudier et vérifier les résultats obtenus, communiquer les résultats et étendre les améliorations. Acte, c'est mettre en place les actions adéquates pour standardiser et améliorer encore les processus. Parler de management de la qualité tourne autour de la satisfaction du client. Donc, il s'agit de comprendre, d'évaluer, de définir et de gérer les attentes afin de satisfaire les exigences du client. Et cela demande une combinaison forcément de conformité aux exigences et d'aptitude à l'emploi. Conformité aux exigences, donc le projet doit produire ce qu'il a dit qu'il produirait, et aptitude à l'emploi, le produit ou le service doit satisfaire des besoins réels. Des besoins réels dans le sens où le client va faire appel au savoir-faire de l'équipe projet, à leur expérience. Passons maintenant au plan de ce management de la qualité, comment manager la qualité. Donc, une fois
on a compris la notion de qualité et on a fait le tour des concepts liés à la qualité, des termes liés à la qualité, passons à notre plan et donc dans quel groupe de processus est impliqué le management de la qualité du projet. Il s'agit de préparer le plan de management de la qualité, de gérer la qualité, mettre en œuvre l'assurance qualité et de maîtriser cette qualité. Planification de la qualité, et donc il s'agit, comme pour les autres domaines étudiés, il s'agit de créer le plan de management de la qualité. Ce plan de management de la qualité, c'est l'ensemble des règles de gestion de la qualité. Dans ce plan de management de la qualité, il s'agit de comprendre comment gérer la qualité tout au long du projet. Donc, c'est l'ensemble des méthodes à utiliser en termes de management de la qualité. C'est l'ensemble des outils de qualité à utiliser, les techniques, les normes et les exigences qualité à respecter qui sont applicables au projet, les moyens pour respecter ces normes-là. Donc, au niveau du plan, il s'agit de détailler tout cet ensemble-là. Et comme pour chaque plan de management du domaine, c'est l'ensemble des règles de gestion du domaine en question. Donc, en l'occurrence, ici, c'est toutes les règles qu'on va utiliser pour pouvoir gérer la qualité du projet. Dans le plan de management de la qualité, il faut aussi spécifier les techniques à utiliser pour contrôler la qualité. Donc, les techniques à utiliser pour analyser les écarts. L'écart, c'est quoi? C'est une déviation par rapport à une référence. L'écart doit être bien énoncé. Et une fois il y a un problème, il y a un défaut, il y a des actions à mener. Donc, il y a une déviation par rapport à ce qui a été établi au niveau des standards. Donc, quelles sont les actions à mener? Les actions immédiates. Donc, il s'agit de corriger les défauts et mettre en conformité le produit. Des actions correctives, mettre l'exécution prévue en conformité avec la référence de base. Et des actions préventives, donc réduire la probabilité des conséquences des risques. Et cette partie-là a été définie et on l'a vu ensemble, nous l'avons vu ensemble au niveau de la séance 2, lorsqu'on a parlé du management de l'intégration. Donc, on a parlé de correction de défauts, d'actions correctives, d'actions préventives. Et dans le cas où elles sont approuvées, elles ont été demandées et approuvées au niveau du processus maîtrise intégrée des modifications, donc au niveau du processus 3 qui est gérer le projet, il faut mettre en œuvre les actions, ces actions-là qui ont été approuvées, demandées et approuvées. Donc, c'est une petite parenthèse. Passons maintenant à la mise en œuvre de l'assurance qualité. Donc, mettre en œuvre l'assurance qualité. Donc là, il s'agit de gérer au quotidien la qualité. Donc, gérer la qualité au quotidien, appliquer les activités systématiques et planifiées et entrer à la qualité, afin de s'assurer que le projet utilise tous les processus requis au respect des exigences. L'assurance qualité est réalisée par une entité différente de l'équipe projet. Le contrôle qualité peut être planifié pour l'assurance qualité. Dans quel sens? Prenons l'exemple d'un coffrage. Lorsque je contrôle la qualité du coffrage, j'assure la qualité du massif en béton. Lorsque je contrôle la qualité des agrégats du béton, les composants du béton, je suis en train d'assurer la qualité du béton. Donc, c'est ce que ça veut,
c'est ce que ça veut dire. Le contrôle qualité peut être planifié pour l'assurance qualité et ça nous rappelle le lien entre assurance qualité et contrôle qualité au niveau des 4 couches du management. Le contrôle d'une couche et en même temps une assurance qualité de la couche suivante. Et c'est dans cette logique-là. Passons maintenant à la mise en œuvre du contrôle qualité. Donc, mettre en œuvre le contrôle qualité. Ce processus est nécessaire pour la surveillance des résultats spécifiques du projet. Les résultats spécifiques du projet, c'est quoi? Ce sont les livrables du projet et ce sont forcément les résultats du management du projet. Et ça, afin de déterminer s'ils sont conformes aux normes de qualité applicables qui ont été fixées dès le départ. Donc, je reprends. Ce processus est nécessaire pour la surveillance des résultats spécifiques du projet afin de déterminer s'ils sont conformes aux normes de qualité applicables, donc les objectifs produits et les objectifs du management du projet, et d'identifier les moyens d'éliminer les causes de performance non satisfaisantes. Donc, je mets en œuvre le contrôle qualité pour identifier, voir s'il y a des non-performances ou des performances non satisfaisantes, s'il y a des défauts, s'il y a une non-conformité aussi bien concernant les livrables du projet ou les résultats du management de projet. Et face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut trouver les solutions, il faut éliminer les causes des performances non satisfaisantes. Il y a plusieurs outils à utiliser lors du contrôle qualité. Donc, on a pris 2 outils. Le premier, c'est le diagramme Ishikawa, c'est le diagramme cause-effet. Donc, ce diagramme-là permet de clarifier la relation entre un défaut majeur, le voilà, le défaut majeur, donc l'effet, et les causes potentielles. Donc, on va sélectionner un effet, le problème qu'on souhaite résoudre, puis on cherche les causes de ce problème-là, les causes possibles de ce problème-là. Ce modèle, ce diagramme, s'articule ou peut s'articuler autour des 5 M de base. Main-d'œuvre, donc personnel, milieu, environnement physique, moyens, machine. On peut ajouter aussi matière, matériaux, la qualité des ressources, méthode, processus et normes en place. Donc, on peut ajouter, comme ici, le temps, l'énergie. On peut également ajouter le management, l'investissement, etc. Le but est de trouver des solutions à apporter face aux défauts majeurs ou aux problèmes. Outil suivant, donc l'outil suivant, c'est le diagramme de corrélation. Cette technique permet à l'équipe qualité d'étudier et d'identifier le rapport possible entre des variations observées de 2 variables. Plus les points des nuages des 2 variables sont proches d'une ligne diagonale et plus leur corrélation est étroite, comme dans ce cas-là, le nombre de défauts et les conditions atmosphériques. Donc, plus les points des conditions atmosphériques et des défauts en question sont proches d'une ligne diagonale et plus la corrélation est étroite. Donc, cause du problème. Le défaut est corrélé avec les conditions atmosphériques.
Passons maintenant au deuxième domaine, le management des risques du projet. Donc, deuxième domaine de cette séance, c'est le management des risques du projet. Encore une fois, donc le même cheminement, c'est quoi? On commence par comprendre le risque, le management du risque ou des risques du projet, et après, comment on va s'organiser, donc planifier le management des risques, et pour ça, on a besoin d'identifier les risques, de faire une analyse quanti et quali des risques, comment je vais répondre à ces risques-là, et au fur et à mesure, comment je vais contrôler et surveiller, maîtriser les risques. Un risque, c'est quoi? Donc, un risque, c'est quoi? Un risque est un événement incertain qui, s'il se produit, a un impact positif ou négatif sur l'un des objectifs du projet. Un risque peut être positif, et dans ce cas de figure, on est face à une opportunité, ou négatif, et dans ce cas, on est face à une menace. Dans tous les cas de figure, il faut décrire, identifier et se préoccuper de ce risque-là, qu'il soit positif ou négatif. Prenons l'exemple de ce monsieur. Donc, sur cette image, un monsieur est sur une branche et en dessous, il y a des crocodiles. Alors, qu'est-ce qu'il risque, ce monsieur-là? Pourquoi il risque de tomber, etc. Donc, il risque de tomber puisque la branche sur laquelle il est debout est très fine. Elle n'est pas large du tout. Et s'il tombe, quel est le risque? Il risque de se faire dévorer par les crocodiles. S'il n'y aurait pas eu de crocodiles, donc il risque de mourir de faim, de froid, le temps que les secours soient là. Et il risque de tomber puisque le bout de bois n'est pas large. Mais s'il tombe et s'il n'y aurait pas eu ces fameux crocodiles, et s'il sait nager, peut-être qu'il s'en sortira. Mais tout ça, ce sont des estimations, des possibilités, une probabilité. Et s'il y aurait eu les crocodiles et s'il n'y aurait pas eu les crocodiles, s'il y aurait eu les secours, s'il n'y aurait pas eu les secours, etc. Dans tous les cas de figure, il y a une probabilité de tomber et il y a un impact qui peut être plus ou moins important. Un risque, en effet, a deux caractéristiques, une probabilité et un impact. Et le risque doit être bien décrit pour être bien compris. Il doit être bien décrit pour être bien compris et pour pouvoir préparer les réponses. Donc, voici les parties à voir. Donc, elles ont été déjà évoquées. Donc, on prépare, comme pour les autres domaines, notre plan de management. Donc là, c'est le plan de management des risques. On identifie les risques, on fait une analyse quali-quanti, on planifie les réponses. Lors de l'exécution, donc il s'agit d'appliquer les réponses aux risques. Et enfin, et plutôt au fur et à mesure, surveiller et maîtriser les risques. Donc, commençons par notre plan de management des risques. C'est l'ensemble des règles au niveau du plan de management des risques. On va mettre toutes les règles de gestion des risques du projet. Décider de l'approche de la planification des risques, comment exécuter les activités de management des risques, etc. Commençons par identifier les risques. Quels risques peuvent affecter le projet et quelles sont leurs caractéristiques? Donc, il est essentiel de chercher à déterminer à chaque étape du projet tous les risques qui pourraient survenir et exercer une influence directe et mesurable sur celui-ci.
sur le projet en question. Donc, déterminer à chaque étape du projet tous les risques qui pourraient survenir et exercer une influence directe et mesurable sur le projet en question. Donc, pour identifier ces risques-là et pour réduire la probabilité d'oublier l'un des risques, donc notre point de départ, c'est le Work Breakdown Structure ou l'organigramme technique. Donc, on va revenir au lot de travail pour pouvoir identifier comme il le faut les risques. Le WBS qui a été élaboré et créé dans le management du contenu et qui est un pivot, c'est une pièce maîtresse au niveau de tout le projet. Donc, prenons l'exemple du montage de la station de pompage et on va identifier les risques inhérents aux différentes activités. Donc, pour la pose des pompes, les risques, c'est la chute d'une pompe, c'est les boulons de fixation non installés, des pompes non réceptionnées, etc. Et faisons le travail activité par activité. Donc, ces risques-là peuvent être classés également en termes de risques techniques, risques management, risques organisationnels, quels sont les risques externes, etc., etc. L'identification des risques est un processus itératif car de nouveaux risques peuvent se révéler pendant que le projet progresse dans son cycle de vie. Les projets peuvent être affectés par des risques identifiés, known unknown, donc des risques qui peuvent être anticipés et pris en compte forcément dans le plan de management des risques, et les risques non identifiés, donc qui n'ont pas été pris en considération et, et qui ne peuvent pas être anticipés. Donc, lorsqu'on identifie un risque, il s'agit de le décrire comme il le faut, donc à cause de le risque pourrait survenir pendant la période et provoquer un impact sur le projet et pendant quelle fenêtre de temps et quel objectif du projet va être touché. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est essentiel de chercher à déterminer à chaque étape du projet, chaque étape, quelle période, le risque qui peut survenir et exercer une influence directe et mesurable sur cette partie du projet pendant ce temps-là. Au fur et à mesure, donc on doit remplir le registre des risques. Et là, on commence par remplir le risque en question. Donc, il s'agit d'identifier le risque et il concerne quelle étape, quelle activité et à quel moment, forcément. On sait très bien cette étape-là ou cette activité-là, elle va être entreprise pendant quelle phase, quelle fenêtre de temps. Donc, chaque risque face à quelle activité, donc forcément quel temps, et au fur et à mesure, donc, on va remplir ce registre des risques en termes de probabilité, d'impact, de priorité et quelle va être notre réponse. Donc, ça sera dans les parties qu'on va voir ensemble. Et donc, c'est ce qui nous fait passer à l'analyse qualitative et par la suite quantitative des risques. Donc, l'analyse qualitative des risques, ce processus est nécessaire pour définir les priorités relatives aux risques par évaluation et combinaison de la probabilité qui se produit et de son impact. La performance du projet peut être sensiblement améliorée en se concentrant sur quels risques, les risques à forte priorité. La criticité des délais des actions relatives à un risque peut en augmenter l'importance. Donc, la probabilité du risque multipliée par son impact va nous donner sa sévérité.
Alors, on peut classer dans l'analyse qualitative des risques, donc nous allons classer les risques en extrême, majeur, modéré et mineur, et ça sur une échelle de 1 à 16. Et l'inverse pour les opportunités. Donc en même temps, on classe les menaces et les opportunités. Tout ça, on va le remplir au niveau du registre des risques. Donc le risque en question, sa probabilité, son impact et sa sévérité. Par la suite aussi, sa priorité. On doit remplir la priorité. La performance du projet, elle est sensiblement améliorée en se concentrant sur les risques à forte priorité. Donc c'est ce qui nous mène à l'analyse quantitative. Ce processus est nécessaire pour l'analyse chiffrée des effets des risques identifiés. L'analyse quanti des risques est effectuée sur les risques que le processus analyse qualitative a classés comme prioritaires. Donc l'analyse quantitative, il s'agit de multiplier la probabilité par l'impact et d'évaluer ça en termes de valeur monétaire attendue. Comment planifier les réponses à ces risques-là? Les risques qui ont été identifiés, qui ont été analysés qualitativement et quantitativement, le registre des risques qui a été rempli, pour chaque risque qui a été classé, on va se préparer. Quelle est la réponse face à ce risque-là? Donc, la planification des réponses aux risques, ce processus est nécessaire pour développer des options et des actions afin d'améliorer les opportunités et de réduire les menaces. Prenons un petit exemple. Donc, vous voulez rendre à un ami un livre qu'il vous a prêté. Votre ami a un gros chien. Vous savez très bien que votre ami a un gros chien qui est un peu féroce et qui risque de vous mordre. La probabilité qu'il vous morde est forte et l'impact est douloureux. Donc, comment nous allons préparer nos réponses face à ce risque avec sa probabilité et son impact possible? Donc, quelles sont les possibilités en termes de planification des réponses? Comment je peux planifier les réponses face à ce gros chien qui peut mordre et qui peut être très féroce? Donc, une fois devant la maison, je peux appeler mon ami pour qu'il sorte. Comme ça, je lui donne le livre et je n'approche pas très près de la maison et du chien. Je peux porter des vêtements de protection car je sais très bien qu'il y a ce chien-là. Je peux garder le livre et retourner chez moi et je n'ai pas besoin de lui donner son livre parce que j'ai très peur. Je peux foncer comme elle. Donc, je prends le risque et je fonce comme elle. Et je regarde le chien droit dans les yeux et je lui montre que je n'ai pas peur de lui, etc., etc. Donc là, c'est le fait de planifier les réponses possibles aux risques. Les stratégies de réponse sont les mêmes que pour les chiens. Il s'agit ou bien d'éviter, ou bien de réduire, ou bien d'accepter, ou bien de transférer. Donc, je vais envoyer le livre par la poste. Et c'est au facteur de faire face aux chiens. Donc, commençons par la stratégie. La première stratégie, éviter, donc éliminer le risque. Donc, lorsqu'un risque est important et qu'il est déterminé dès le début du projet, il est possible de modifier le plan du projet afin de l'éviter. Il n'est pas possible d'éviter tous les risques, forcément, d'un projet, mais pour certains risques dont la probabilité de réalisation et le coût sont élevés, il peut être justifié d'apporter des changements importants à la planification du projet. Donc, je peux changer un fournisseur s'il a de grosses difficultés. Je peux utiliser un sous-traitant connu au lieu de celui qui a été proposé au départ, etc. Donc, je connais le risque et je ne veux pas le prendre. Deuxième stratégie, il s'agit de réduire le risque, agir sur les caractéristiques du risque. Donc là, il s'agit de tenter de réduire sa probabilité de réalisation et son impact.
Dans le cas du chien, il s'agit d'apporter un leurre, il s'agit de porter des vêtements de protection. Donc, j'essaie de réduire au maximum la probabilité et l'impact. Sinon, le projet pilote, à part l'exemple du chien, donc on a un exemple frappant qui est le fait de faire un projet pilote. Donc, le projet pilote est un excellent exemple de technique de réduction du risque, car il permet de reproduire le projet lui-même, mais à une échelle plus petite. Et là, donc, il s'agit de réduire au maximum, par rapport au risque, leur probabilité et leur impact. Troisième stratégie, accepter et prendre le risque. Donc, dans ce cas-là, l'acceptation peut être passive, donc je ne fais rien, je fonce, je prends le risque, ou une acceptation active, je prévois des contingences, je prévois, je prends et je me prépare d'une façon ou d'une autre. Donc, dans ce cas-là, prendre le risque, une acceptation passive, donc ne rien faire, ou une acceptation active, donc prévoir des contingences, prévoir des scénarios. Stratégie suivante, transférer le risque. Passer le risque à quelqu'un d'autre. Le promoteur peut transférer le risque à une organisation externe, donc une assurance, un sous-traitant, etc. Au niveau des stratégies, il y a aussi le fait de partager le risque, dans le sens, donc transférer ou partager le risque. Par exemple, en cas de dépassement de coût, 50% du montant, donc il y a un dépassement de coût de 50% du montant, et c'est supplémentaire, donc il va y avoir un partage entre promoteurs et mandataires. Assumer le risque ou faire face au risque, prendre le risque. Donc, c'est les mêmes stratégies. Donc là, ce sont toutes les stratégies possibles, planifiées, préparées pour répondre au risque. Donc, pendant l'exécution, ces stratégies-là vont être utilisées et ces réponses au risque vont être utilisées, vont être élaborées. Il va y avoir une réponse au risque grâce à ces stratégies-là. Et au fur et à mesure, il doit y avoir une surveillance et maîtrise des risques. Ce processus est nécessaire tout au long du cycle de vie du projet pour suivre les risques identifiés, forcément, surveiller les risques résiduels, exécuter les plans de réponse aux risques comme il se doit, toutes les stratégies que j'ai planifiées, il s'agit d'éviter, de transférer, etc. Donc, je dois exécuter les réponses prévues, je dois identifier de nouveaux risques s'il y en a, et je dois aussi évaluer l'efficacité des réponses aux risques. Surveiller et maîtriser les risques. Donc, le processus surveillance et maîtrise des risques applique les techniques telles que l'analyse de l'écart et l'analyse de la tendance, qui nécessitent l'utilisation des données de performance générées durant l'exécution du projet. Tous les projets ont des risques. Ne pas les voir ne les écartera pas. Au contraire, il faut préparer son plan, il faut identifier, il faut analyser, il faut préparer les réponses, faire ces réponses-là, tester ces réponses-là, surveiller et maîtriser en même temps. Merci pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.